Bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je suis chercheur à l'INRA et je vais vous présenter un exposé qui a été réalisé avec la contribution d'autres collègues des équipes mentionnées ici. Donc, une présentation sur les travaux que l'on peut mener sur sol et agrosystème à l'échelle du paysage. Donc là, je vous ai remis en introduction une diapositive pour vous expliquer l'intérêt de cette échelle lorsque l'on étudie les sols et leur fonctionnement. Donc finalement, l'échelle du paysage nous permet d'aborder et de croiser les différents facteurs à la fois du milieu physique, mais aussi les facteurs anthropiques qui vont jouer sur le fonctionnement des sols. Donc je ne peux pas vous le montrer là, mais donc on va retrouver les facteurs du milieu physique, donc le climat, la géologie, matériaux parentaux, la topographie, des choses comme ça. Et dans les facteurs anthropiques, donc là, il s'agit d'une image d'un paysage agricole. Donc il s'agit à la fois des usages des sols, donc les usages sur les parcelles, la végétation permanente, les espaces semi-naturels, et également les activités agricoles qui vont apporter des éléments, des matériaux au sol et par le travail du sol pouvoir modifier le fonctionnement de celui-ci. Donc dans nos recherches, on va s'intéresser à l'influence de l'ensemble de ces facteurs sur, d'une part, l'organisation spatiale des sols, donc comment sont organisés dans l'espace les différents types de sols, et aussi, en deuxième point, sur les fonctionnements des sols. Et dans nos recherches, on aborde essentiellement les fonctionnements en termes de dynamique de la matière organique, implication du sol dans les cycles du carbone et de l'azote, et l'érosion, dont on a déjà parlé, mais que j'évoquerai du point de vue des sols. Alors, un premier ensemble de travaux que je vais vous montrer, donc, qui concerne l'organisation spatiale des sols et l'hétérogénéité des sols en lien avec l'organisation du paysage. Donc, on a des travaux qui sont menés à l'échelle régionale et donc des travaux récents qui ont permis de produire, de caractériser la diversité des sols à l'échelle de la région Bretagne et de produire une cartographie exhaustive des sols, donc à l'échelle du 250 millième. Donc, c'est le référentiel pédologique régional. Et donc pour construire cette cartographie, délimiter les unités cartographiques de sol, donc là les collègues se sont appuyés également sur la définition des ensembles paysagers que produisent à partir de l'expertise des géographes de l'OSUR sur ces questions. Et donc ça, ce sont des données, le référentiel pédologique régional, les données sont en partie disponibles en ligne et donc accessibles facilement. On aborde aussi l'hétérogénéité des sols et leur organisation à une résolution plus fine. Donc là, vous avez l'exemple de l'étude de l'organisation spatiale des horizons de sol à l'échelle d'un versant bocagé. Et donc on aborde les questions d'organisation des sols soit par des approches de pédologie, sondage pédologique classique, donc ça c'est l'image que vous avez en bas à gauche, ou par des approches un peu différentes et complémentaires, donc par exemple des approches de géophysique. Donc avec ces travaux-là, on a pu montrer qu'il y avait une organisation un peu spécifique des sols à l'échelle de ces versants bocagés, donc avec des augmentations de la profondeur du sol en amont des haies et des épaississements des horizons organominéraux, donc qui contiennent la matière organique à proximité des haies. Donc ce sont les horizons marrons que vous voyez sur le schéma. Voilà, on a aussi des approches de l'hétérogénéité des sols par des approches de cartographie numérique. Donc ici, c'est l'exemple de la cartographie numérique donc en 3 dimensions et à haute résolution. Donc là, on travaillait sur une résolution de 2 mètres. Des stocks de carbone dans les sols. Donc ça a été réalisé sur un paysage d'une dizaine de kilomètres carrés, là, situé sur la zone atelier armorique. Donc ces approches-là se basent sur une prospection terrain, mais avec un échantillonnage qui est assez léger, donc un échantillonnage raisonné. Donc on utilise ces données terrain et des données auxiliaires pour développer une méthode de modélisation spatiale. Donc, et ça nous permet de produire les cartes que vous avez sur le côté droit. Donc des cartes, alors on a cartographié les stocks de carbone sur l'ensemble des horizons, et là je vous ai mis juste l'exemple de l'horizon de surface, donc sur 0,30. Et donc associé à ces prédictions de stocks de carbone, on a aussi une carte avec les intervalles de confiance. Donc ça c'est intéressant pour nous. Et donc avec ces méthodes-là, on est capable de représenter l'hétérogénéité des stocks à l'échelle du paysage. Donc vous voyez des zones en marron foncé, là c'est là qu'on a les stocks les plus importants et qui correspondent en fait à des zones
de bas de versant, de bas-fond, et des zones qui sont en végétation permanente, donc des zones humides ou des bois. Et puis dans les stocks les plus faibles, on va les retrouver sur donc les couleurs claires, donc dans les espaces plus ouverts avec des cultures annuelles. Et on voit aussi sur la petite vignette en bas qu'on est capable de caractériser l'hétérogénéité intraparcellaire de ces stocks avec... donc là, vous voyez les barres marron foncé, en fait, c'est l'augmentation des stocks au voisinage de haies. Voilà, donc on travaille aussi sur la dynamique d'évolution des sols, donc en lien avec la dynamique des paysages. Donc ça par des approches en utilisant des méthodes de datation et différentes méthodes de datation, donc pour quantifier les processus de redistribution. Donc on travaille quand même un peu sur des processus anciens. Donc là vous avez l'exemple de l'utilisation de méthodes de datation des processus de redistribution anciens par OSL. Donc ça c'est la datation qui a été réalisée sur une fosse pédologique qui est située juste en amont d'une haie. Donc on a une idée de l'âge des différents horizons de sol et en fait l'âge de la base des horizons organominéraux nous donne une indication du début des processus d'accumulation, donc d'apport de sol en amont des haies. Donc là que l'on a pu dater de l'an 800 à 1000. Et donc ces approches-là sont finalement complémentaires des approches développées par les archéologues, hein, donc des approches de datation aussi des structures paysagères ou de reconstitution des paysages. Et pour des processus de redistribution plus récents, donc on utilise d'autres méthodes de datation, donc par exemple le césium 137. Donc là, vous avez l'exemple de l'utilisation de cette méthode pour dater les processus d'érosion au voisinage de haies, de différentes haies, en fait à la fois des haies qui sont en place, donc les carrés bleus, ou des haies qui ont été arasées, donc les carrés roses, et des haies qui sont situées dans différentes localisations topographiques, donc sur le plateau, dans un versant ou en bas de versant. Donc cette méthode-là nous donne des informations nous permettent de quantifier les taux de redistribution récents et montre qu'il y a eu une intensification des processus d'érosion dans les années récentes par rapport aux périodes plus anciennes. Donc on travaille également sur des aspects de fonctionnement des sols dans les paysages, donc, notamment sur le rôle des sols dans les cycles du carbone et de l'azote. Donc là, je vous montre un exemple qui concerne le cycle du carbone. Donc c'est un travail qui a été réalisé sur la localisation des zones d'émission de carbone organique dissous donc, dans les paysages, donc des travaux de géosciences. Donc ce sont des travaux qui s'appuient sur l'utilisation de traçages isotopiques et de traceurs moléculaires qui permettent de savoir quelles sont les sources de carbone organique dissous que l'on retrouve en fait à l'exutoire des bassins versants dans les cours d'eau. Et donc ce travail montre que l'on a des contributions, donc vous voyez sur le graphique à gauche, des contributions non négligeables des sols de zones humides au flux de carbone organique dissous mesuré à l'exutoire du bassin versant, et que cette contribution varie au cours du temps. Donc de même, des travaux sont menés sur le rôle des sols dans le cycle de l'azote. Et là, donc, c'est un exemple de résultat sur la localisation et la quantification de la dénitrification donc à l'échelle d'un bassin versant. Et cette fois, c'est un résultat issu de la modélisation qui montre que la dénitrification, donc vous avez sur la carte à gauche, est directement liée en fait aux durées de saturation des sols, qui vous est montré sur la carte de droite, avec le cours d'eau au milieu, là en bleu clair, et également lié à la disponibilité en nitrate, donc aux usages des sols. Donc on a un lien fort entre l'organisation du paysage, les activités agricoles et le fonctionnement des sols. Donc il y a aussi des recherches qui sont menées à l'OSUR sur la contribution des activités agricoles à l'organisation du paysage, donc menées par les agronomes. Donc ces recherches permettent en particulier de produire des modèles conceptuels de la contribution des activités agricoles à l'organisation du paysage. Et là, vous avez une illustration qui vous montre le schéma conceptuel d'organisation des activités au sein d'une exploitation laitière. Alors vous voyez les figurés, vous voyez en bas à gauche de représenter le siège de l'exploitation, et puis les figurés qui vous représentent les différentes activités qu'on va retrouver dans cette exploitation agricole, et la taille des figurés vous montre la proportion de chaque activité que l'on retrouve dans les différentes zones
du territoire de l'exploitation. Donc en fait, on a des exploitations qui sont organisées sur un modèle centre-périphérie, donc avec une structuration des activités fortement liée à la distance au siège d'exploitation. Donc pour les exploitations laitières, on va retrouver des activités, des usages à proximité du siège d'exploitation, donc le cercle rouge, qui sont dédiés beaucoup au pâturage par les vaches laitières et une proportion relativement faible de culture dans cette zone. Et lorsque l'on s'éloigne du siège d'exploitation, donc sur les parcelles les plus éloignées, donc les cercles jaunes et bleus, donc vous voyez le cercle jaune sur les parcelles de grande taille avec des sols relativement adaptés, on va avoir plutôt des cultures, ces parcelles-là sont plutôt dédiées aux cultures annuelles. Et les zones de bas-fond, le cercle bleu, donc où les sols sont moins intéressants pour la mise en place de cultures céréalières, etc., on va retrouver des usages plutôt dédiés à des prairies permanentes et au pâturage des génisses. Donc on a des résultats intéressants sur la contribution des activités agricoles à l'organisation spatiale des paysages et à l'usage des sols sur les parcelles, et également des résultats sur la gestion des bordures de champs, donc en fonction également de la localisation au sein de l'exploitation agricole et en lien avec l'usage des terres. Donc les figurés ici vous montrent qu'on a de la même façon des pratiques de gestion des bordures de champs et des types de bordures de champs qui sont différents en fonction de la localisation dans l'exploitation agricole. Et donc par exemple dans le cercle bleu, on voit je ne sais pas si vous voyez, mais des pratiques, un bocage qui est plus dense, des pratiques d'entretien qui sont moins nombreuses, et alors que sur les parcelles qui sont en grande culture, donc dans le cercle jaune, on peut avoir une densité de bocage plus faible et des pratiques d'entretien avec mécanisation, etc. Donc une contribution importante des recherches en agronomie sur la compréhension de l'organisation du paysage agricole. Et donc finalement, on a des outils de modélisation qui nous permettent de synthétiser, d'intégrer ces connaissances sur le fonctionnement des sols et des agrosystèmes. Donc je vous montre ici l'exemple d'un modèle intégré qui a été dédié à la modélisation de l'érosion couplée à la dynamique du carbone. Et donc dans ces démarches de modélisation intégrée, finalement les modèles couplent des modèles de dynamique du paysage, donc c'est toute la partie haute, et en bas donc des modules de dynamique et d'évolution des sols. Donc dans les modules de dynamique du paysage, on va retrouver une représentation de notre paysage, donc avec des représentations du fonctionnement des agrosystèmes, des structures paysagères et puis des sols, vous voyez sur la droite. Et donc sur la partie agrosystème, structure paysagère, eh bien, ce sont les recherches qui sont menées en agronomie qui nous permettent d'alimenter et de représenter tous ces éléments dans la modélisation. Et pour les sols, donc on peut s'appuyer sur les cartographies qui sont réalisées à l'échelle régionale, dont je vous ai parlé en début d'exposé, pour alimenter et initialiser les informations sur les sols dans ces modélisations. Et donc on utilise ce type de modèle en simulation. Donc là, on a utilisé par exemple ce modèle-là en simulation prospective pour étudier l'évolution des sols sous des scénarios d'évolution du climat et du paysage. Donc ça nous permet d'avoir des éléments sur les évolutions potentielles des sols en fonction des évolutions du climat et des paysages, et d'étudier la contribution à la fois d'une part du climat, d'autre part des paysages et de leurs interactions à l'évolution des sols. Voilà, et donc ce sont des recherches qui sont encore des choses en cours, et donc on a un projet qui démarre spécifiquement sur la dynamique des matières organiques dans les sols et qu'on va essayer d'aborder à l'échelle du paysage pour comprendre quelle est la variabilité de la dynamique de la matière organique dans les sols à l'échelle du paysage, quels sont les facteurs qui la contrôlent, et améliorer nos outils de modélisation. Je vous remercie. Merci Valérie.